Nous sommes un peuple qui travaille C'est travailler plus pour gagner plus. et qui trouve sa dignité dans le travail. La nécessité de travailler davantage, travailler et de produire davantage, on doit travailler plus longtemps. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Bonjour et bienvenue dans Entre deux slides, une émission à regarder sur votre lieu de travail. On est avec Éric Piolle, maire de Grenoble, membre d'Europe Écologie Les Verts et peut-être candidat à la présidentielle. Vous allez nous le dire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette présentation on ne peut plus succincte? Eh ben non, c'est un grand plaisir d'être là. Je suis venu avec un petit mème, voilà, qui permet d'engager la discussion. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence, par exemple? Le mème s'affiche à l'écran. Ouais, le mème, c'est une des raisons de mon licenciement, donc c'est un peu un petit rappel des conditions de travail dans l'entreprise, des débats qu'il peut y avoir dans l'entreprise, des positions que chacun peut prendre dans l'entreprise et de leurs conséquences. Parce que vous êtes fait licencier il y a 10 ans, on le rappelle. Je suis licencié il y a 10 ans presque jour pour jour. Je suis sorti des books d'HP 28 février 2021, merci. Et donc pour avoir refusé de faire un plan de délocalisation de mes équipes d'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est, l'Inde et la Chine. Concrètement, comment ça se passe quand on est cadre chez HP et qu'on est sommé de faire un plan de délocalisation et que du coup visiblement on s'y oppose? Concrètement, quelle forme elle prend cette opposition-là et avec quelle efficacité? D'abord, c'est le processus qui est intéressant derrière. C'est que à HP à l'époque, je ne vais pas parler pour HP aujourd'hui, puis l'entreprise s'est coupée en quatre, donc je peux en parler d'autant plus facilement maintenant. On avait des petits tableurs Excel, les cadres dirigeants, où les pays étaient classés entre pays verts et pays rouges en fonction du coût du travail. Donc il y avait des pays comme l'Inde, la Chine, la Bulgarie, qui étaient des pays verts, et puis des pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne ou la Californie, qui étaient des pays rouges. Et puis après, au sein des pays rouges, il y avait les rouges foncés et les rouges clairs, en fonction de si c'était des pays avec une loi du travail contraignante, la Californie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Italie, ou si c'était des pays où on pouvait licencier plus facilement, comme en Suisse par exemple. Voilà. Donc à partir de ça, on a été calculé des ratios, et puis moi j'avais un chef à l'époque, mon chef mondial était chinois, il est décédé d'une crise cardiaque pendant la nuit. Il ne voulait pas se faire, c'est assez symptomatique, il ne voulait pas se faire opérer du cœur, il avait une maladie du cœur, il ne voulait pas se faire opérer parce que ça l'aurait empêché de faire des vols transatlantiques pendant quelques mois, donc ça l'aurait contraint pour son boulot. Assez triste, je m'entendais plutôt bien avec lui. Il a été remplacé par un Texan qui est arrivé assez vite en nous disant il va falloir déporter, délocaliser des emplois, et à ce moment-là se monte d'abord une réflexion, puis il faut contrer ça avec des mails argumentés, non pas évidemment sur le grand combat contre le capital, mais sur l'intérêt de l'entreprise, la pertinence pour l'entreprise, l'efficacité pour l'entreprise, pour ses clients à court terme, à moyen terme. Donc l'idée c'est d'essayer de faire la démonstration en interne que rationnellement, économiquement, il est plus performant de travailler avec des gens à Grenoble, etc. Et donc en gros d'élargir les indicateurs de rationalité économique de l'entreprise en ouvrant à une plus grosse batterie d'indicateurs. Exactement. Et alors des indicateurs qui là, moi, la masse salariale du groupe dans lequel que je gérais était toute petite, c'était quelques pourcents du budget de 700 millions de dollars, un budget de 700 millions de dollars sur lequel on avait fait plus de 100 millions d'économies en économisant du fret aérien en 3 ans. Donc je montrais que si ces gens travaillaient un petit peu moins, si on perdait un petit peu de compétences, en fait on allait faire remonter, on allait reperdre un bout de ces 100 millions qu'on avait gagnés, qu'on avait économisé sur le fret aérien, et que c'était nuisible pour l'entreprise, donc ça a été ça l'argument principal. On ne peut pas s'empêcher de penser que de faire un parallèle avec l'actualité récente, vous le savez sûrement, Emmanuel Faber récemment s'est fait évincer de son conseil d'administration par ses actionnaires, et on peut faire un rapprochement avec votre histoire d'il y a 10 ans, parce que vous êtes deux cadres sympas apparentés à gauche qui ont voulu un peu tempérer cette logique de profit pur. Et la question c'est pour tous les cadres de gauche comme vous, est-ce qu'il y a un autre moyen d'action que le dilemme collaborer ou se faire virer? Ce dilemme il n'est jamais noir ou blanc. C'est-à-dire que toute ma carrière professionnelle et celle de bien d'autres avec qui je discutais, vous cherchez quel est le point de compromis qui permet de tenir sur vos valeurs sans affronter
de face, donc sans vous faire exploser par le système, par rapport aux consignes que vous recevez. Donc parfois vous gagnez des combats sur la relocalisation, par exemple, en Europe de l'Ouest, d'usines, j'ai gagné des combats, des périodes où j'en ai perdu, de 2001 chez HP, de 2001 à 2004, puis après de 2007 à 2010, j'en ai plutôt gagné. Donc il y a aussi des combats idéologiques, politiques, mais qui passent par des indicateurs techniques sur les clients, la performance, l'efficacité du système. Et puis aussi vous rusez, vous n'êtes pas toujours en frontal. C'est-à-dire que moi j'ai passé toute ma carrière à demander des autorisations d'embauche, créer des postes, dans les moments où j'avais des bons résultats, donc mes chefs me regardaient plutôt de façon positive, donc je leur disais j'ai besoin pour faire ça, tel genre de compétences, plac, et puis ça nous a un réservoir, et puis quand ils reviennent 6 mois plus tard et qu'il faut faire un plan de licenciement, vous sacrifiez des jobs qui en fait sont des jobs virtuels non pourvus, et donc vous dites ok, j'abandonne tel job que j'étais censé embaucher et que finalement j'embaucherai pas. Et avec le système. Et ruser et négocier avec le système et trouver des compromis, est-ce que c'est votre stratégie politique aujourd'hui, maintenant que vous n'êtes plus cadre du tout mais que vous avez aux responsabilités, est-ce que vous diriez toujours que la bonne stratégie politique à adopter, c'est d'essayer de ruser et de trouver des compromis avec le système justement? L'intérêt, en tout cas moi ma bascule, quand je me suis engagé en politique, c'est de se dire, dans mes engagements associatifs que j'avais, plutôt que d'avoir l'impression d'écoper la mer à la petite cuillère, je me suis dit je vais aller au cœur du système pour le modifier. Et donc là, pareil, il faut aussi voir comment, de quel code on peut se démarquer, lesquels peut-être sont à négocier. Quand est-ce qu'il faut ruser, quand est-ce qu'il faut changer de paradigme. La conduite du changement, c'est ça, effectivement. Oui, mais justement, quelqu'un qui est bien à l'intérieur du système comme Emmanuel Faber, le constat de son action qui était infléchir assez modestement la ligne de Danone en faisant une entreprise à mission, des choses assez gentilles, quoi, et le résultat, c'est de se faire débarquer purement et simplement, quoi. Donc, est-ce que cette négociation-là, finalement, elle se fait sanctionner très très fortement dès qu'on arrive devant les actionnaires? Je ne sais pas quel est le degré de transformation qu'il a pu pousser Emmanuel Faber. En tout cas, on sait qu'il s'est fait virer. Avant, voilà, on connaît les résultats, mais on connaît les résultats pour moi, mais chez HP, il n'y avait pas de licenciement individuel avant. Donc, il n'y a pas de... c'est la première fois qu'il y avait un licenciement individuel, hors pour faute grave. Et donc, la logique dans ces cas-là, c'est plutôt qu'on disent tiens, on va vous vous affecter à des projets stratégiques sans projet, quoi. Prendre 3-6 mois pour réfléchir et puis tu vas te repositionner ailleurs. Et donc on ne sait jamais, en fait, quand on développe une stratégie, il faut juste accepter ses conséquences potentielles. On ne sait jamais quelles vont être ses conséquences potentielles. Emmanuel Faber, quand il a entamé son bras de fer, je ne pense pas qu'il était à 100% convaincu que la fin, c'était qu'il se fasse éjecter. Il disait qu'il pouvait aussi gagner son bras de fer. Moi, avant qu'on se plante, il y avait des syndicats qui nous disaient là, vous prenez trop de risques, ça va trop loin, ça passera pas. Mais c'est passé, on m'a dit ça plein de fois, et c'est passé plein de fois. De l'intérieur, il y a plein de moments où on fait reculer. D'ailleurs, ce plan social contre lequel je mettais, ce plan de délocalisation, parce que ça touchait pas que la France, loin s'en faut, il a été arrêté après mon départ, en septembre. Après mon départ, il a été arrêté par le PDG d'HP France, puis par ricochet dans le reste de l'Europe. Il y avait une montée en charge, non seulement des syndicats, mais il y avait une montée en charge des ventes, une montée en charge des services financiers qui disaient c'est une connerie, là, regardez ce qu'ils ont fait. C'est vraiment pas la bonne solution, ni pour les clients à qui on vendait que cette équipe avait fait énormément de réduction de CO2 et ça commençait à devenir vendeur. Déjà il y a 10 ans, ça commençait à devenir un argument de vente pour les vendeurs. Et pour les services financiers qui disaient ils ont vraiment amélioré la bottom line de l'entreprise, donc le compte de résultat de l'entreprise, donc c'est stupide de saccager une équipe comme ça. Et vous, du coup, vous avez essayé de changer les choses en étant cadre, donc vous aviez derrière une certaine employabilité. Mais pour nous, aujourd'hui, les jeunes entrants sur le marché du travail, pour les gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont, on peut dire, structurellement en position de faiblesse, comment on fait en sorte que notre action compte quand on est totalement atomisé? Parce que vous avez rebondi, vous êtes devenu derrière maire de Grenoble, mais tout le monde ne devient pas maire de Grenoble. Un petit peu quand même. Là, c'est pas un métier. Un mandat, c'est pas un métier. La politique, c'est pas un métier.
Donc j'ai une activité qui m'occupe et qui m'occupe bien plus que m'occuper mon travail, mais ce n'est pas un métier. On ne se fait pas de soucis pour votre employabilité Voilà, non c'est plus, Non, outre mais mesure. en fait, quoi. on ne sait pas en fait. Ça c'est juste un rapport de force que vous avez dans votre tête. Comme dans toute négociation, si vous partez du principe que c'est la personne en face qui a toutes les cartes et que vous n'en avez aucune, bon ben vous êtes cuit. C'est souvent le cas quand on Départ. est un jeune entrant sur le marché du travail, c'est quand même objectivement Moi, j'ai la vécu, situation dans je suis laquelle on rentré se sur le situe. travail en 96, c'était pas la fête hein, sur le marché Mhm. du travail, notamment pour les cadres d'ailleurs. Et c'est dans ma tête, je me conditionnais aussi en disant que le rapport de force, c'était pas celui-là. Que moi j'avais des attentes, des envies, que l'entreprise avait des attentes et des besoins, et puis qu'on voyait comment se faisait le contrat à partir de ça. Et donc, Mais- à partir du moment où vous vous mettez dans une position de faiblesse, vous Mais êtes cuit. Mais concrètement, quand votre patron vous dit fais ceci, on le fait discute. et on réagit Ça discute. comme un enfant à qui la maîtresse a dit va au coin et on dit pardon patron, je suis désolé, je voulais pas faire ça et oui, je vais faire le PowerPoint Ça pour dépend. virer les D'abord, gens. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de moments où votre patron vous dise fais ci avec un ordre pour l'entreprise. Hein. Parfois, il vous demande de travailler plus. Voilà, de ce que vous appelez flexer. Voilà. Vous faites, c'est un mot rigolo. On se fait qui est- flexer, quoi. Ouais, on se fait Mhm. flexer. Est-ce qu'on accepte? On peut mettre des limites aussi. Oui, mais- Et les limites, après, c'est à l'autre, vous renvoyez la balle dans le camp de l'autre. C'est à l'autre de décider, est-ce que finalement, lui, il n'est pas flexible, donc ça m'intéresse pas, je le jette. Ou bien, est-ce qu'il dit, ok, ça discute, comment on fait? Moi, quand j'avais repris un poste en 2007, ce chef chinois, là, qui donc, il était basé à Singapour, donc il se levait bien plus tôt que moi, évidemment, sur l'heure européenne, et il avait, tous les jours, il me demandait les résultats de l'usine. Et moi, tous les jours, je disais, j'avais repris une usine qui merdait gravement, et je dis, les résultats de court terme au quotidien ne m'intéressent pas, donc je ne communiquerai pas les informations. Donc il allait chercher les Et il a informations réagi directement comment dans l'usine. Et ça l'a énervé tous les jours, pendant des semaines. Il me disait, alors on a raté 10 000 expéditions hier, pourquoi? Je dis, je sais pas, moi je m'occupe, en fait mon plan, l'usine elle merde, mon plan c'est de m'occuper du moyen terme et du long terme, parce que si je m'occupe du court terme, on va pas aider la situation, donc le court terme ne m'intéresse pas là pour tout de suite, donc je regarde pas les résultats. Voilà. Et puis ça a duré un temps, et puis au bout d'un moment, il y a eu un croisement de courbe, c'est-à-dire que lui il se lassait à me demander les résultats tous les matins, à 7h pour moi et bien plus tard pour lui. Et l'usine petit à petit a commencé à reprendre et à améliorer ses chiffres, et puis après il a lâché l'affaire. Donc le message c'est que finalement on peut quand même tout le temps s'opposer même le de temps. l'intérieur et Tout le temps. que c'est ce que vous invitez les gens à faire en fait tout simplement, que ce soit les autres cadres comme S'opposer, il ne vous faut pas appelez. s'opposer à l'entreprise, hein, mais il y a une phrase de je ne sais plus quel sociologue qui m'est marqué, c'est personne ne commande mais tout le monde obéit. Mhm. Dans l'entreprise, aujourd'hui, on a l'impression que personne ne commande et tout le monde obéit. Et donc, en pratique, revenir sur le fait que le travail, c'est pas un truc qui est vide de sens, c'est pas arriver le matin et peigner la girafe, c'est ça nos blagues de l'époque, hein, mais on dit peigne la girafe, aujourd'hui on te demande de peindre en vert, demain on te demande de repeindre en rouge, t'as un pinceau, tu peins. Hein, non, le but du boulot, ça n'est pas de peindre la girafe. Donc il y a un moment où on peut toujours faire montre de sa capacité de penser, de qu'est-ce qui est bon pour les clients d'une entreprise, hein, c'est quand même l'objectif. Elle produit quelque chose qui a une utilité sociale, de comment c'est produit avec ses salariés, ses collaborateurs, de comment c'est produit et connecté avec ses fournisseurs, peut-être avec des sous-traitants, et poser des choses pertinentes là-dessus. Faut faire suffisamment confiance à l'intelligence humaine pour se dire que ça marche. En tout cas, moi, ça a été mon choix dès le début de ma carrière, parce que sinon, quand je suis arrivé au boulot, je me rappelle encore ma première entrée dans l'usine. C'est une usine je travaillais dans le domaine de la papeterie à l'époque, on faisait des étiquettes industrielles. Je me suis dit, waouh, si jamais je mets mon énergie sur comment optimiser le travail humain, à l'époque, c'était en 96, il y avait 3 millions de chômeurs, c'est pas 3 millions de chômeurs qu'il va y avoir, c'est 6, quoi. Donc je me suis dit, en fait, c'est pas là qu'il faut mettre son intelligence, il faut la mettre sur autre chose. Les gens là, ils ont un boulot, ça a du sens, ils produisent des trucs, ils envoient la finalité, ils peuvent montrer à leurs enfants, tiens, là, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Il faut mettre son énergie sur autre chose, voilà, sur comment on va économiser des déchets, comment on va économiser du CO2, et qu'est-ce qui sera bon pour l'entreprise aussi, hein. Il ne s'agit pas de se déconnecter de l'intérêt
de l'entreprise. Alors, on parlait de comment chacun peut actionner des leviers de négociation dans son quotidien à l'intérieur du système, comme vous l'avez pu le faire. Je vous montre un deuxième mème qui va ouvrir le thème, donc ce sera celui qui est au-dessus et qui va ouvrir notre deuxième thème qui est donc sur, la santé au travail et le temps de travail. Donc ce mème, il fait référence à quelque chose de récent qui est, on a vu, donc c'est dans un contexte londonien, mais on n'est pas dupe et on sait que ça existe également en France si on va à la Défense, avec donc des jeunes salariés de Goldman Sachs. Alors on va pas pleurer non plus sur les salariés de Goldman Sachs, mais qui font un PowerPoint pour expliquer à leur hiérarchie que 90 heures par semaine c'est un petit peu beaucoup et s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir des croquettes dans ma gamelle? Bon, c'est un peu l'idée, et la question qui vient, c'est comment on en arrive là, où on a l'impression vraiment que la servitude en entreprise est devenue complètement normale, avec des gens qui se disent qu'ils vont demander gentiment à leur patron si oui, est-ce que je pourrais être traité comme un être humain décent, et ça, quel est votre avis là-dessus? Comment ça se fait qu'il y ait un tel état de servitude chez les cadres ou les salariés très qualifiés? Est-ce qu'il faut remonter très loin dans l'analyse de ce mouvement-là? D'abord, effectivement, le temps de travail remonte. En tout cas, il ne baisse plus. On a divisé par 2 le temps de travail entre 1900 et 1975, pour faire simple, et depuis, il était à peu près stable, et maintenant, il remonte. Dans le même temps, on a vu le rapport dans le partage de la valeur ajoutée, le rapport entre le capital et le travail, qui a basculé très fortement en faveur du capital. Dans les pays occidentaux, le travail a perdu à peu près 11 points de PIB depuis le début des années 80, qui est un de ses points hauts de l'après-guerre. Donc là, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, il vient d'où? Il y a un mouvement sans doute plus ancien, qui est qu'une entreprise, au départ, tant qu'il y avait un déséquilibre, qu'il y avait plus de clients que de production, finalement, l'ensemble des externalités de l'entreprise était poussé vers les clients. Petit à petit, le taux d'équipement est monté d'un côté, la productivité a augmenté, c'est les gaz à effet de serre et la consommation énergétique, et d'un autre côté, le numérique, le début de l'informatique, et notamment des lois de dérégulation libérales ont libéré le capital. Donc l'entreprise s'est retrouvée entre des clients où c'était plus la fête, où vous pouviez vendre n'importe quoi parce que de toute façon il y avait trop de demandes par rapport à l'offre, et elle s'est retrouvée prise par ses actionnaires qui avant étaient relativement figés là où ils étaient, et qui ont commencé à partir de Reagan, c'est Reagan plus l'informatique, qui fait qu'on a commencé à pouvoir échanger les actions de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. Donc la tenaille s'est refermée, et donc l'entreprise a commencé à foutre la pression sur ses salariés. Avec de plus en plus, au début c'est la qualité, toutes les démarches sont arrivées du Japon, que j'ai vécu moi dans l'industrie, et puis après les logiques de finance, d'optimisation des chaînes logistiques, des stocks, et à l'intérieur de l'entreprise l'obligation de coopérer, parce que vous ne pouvez plus faire du séquentiel avec à la fin c'est celui qui est au bout qui se prend toutes les contraintes, Vous êtes obligé de coopérer parce que c'est plus efficace. Et donc là-dessus, ce déséquilibre a continué avec de plus en plus de valeur ajoutée qui est captée par le capital. Ça crée un déséquilibre monstrueux. En France aujourd'hui, on a sur le secteur dont parlent tous les politiques, le taux de chômage il est environ de 30%, il n'est pas de 10%. C'est-à-dire que si vous regardez la population active aussi, que vous déconstruisez la population active, vous enlevez les fonctionnaires et assimilez, vous enlevez les professions libérales, vous enlevez les personnes inscrites à la NPE, vous avez à peu près 15 millions de personnes aujourd'hui. Ça, c'est les salariés qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi aujourd'hui. Si vous regardez le nombre de personnes qui aujourd'hui cherchent un emploi, ou bien un emploi plus d'heures, ou bien carrément un emploi parce qu'ils ne travaillent pas du tout, il y a aujourd'hui 8 millions de personnes. Il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, plus environ 1 million de jeunes qui sont inscrits dans les missions locales sans être inscrits à Pôle emploi, plus à peu près autant de RSA socle. Donc on a 8 millions de personnes que vous cherchez à faire entrer à 15. Et ça, c'est le cas dans à peu près tous les pays occidentaux. Donc ce déséquilibre, évidemment, il met une pression intense sur les salariés. Donc il faut toucher forcément ce déséquilibre entre le capital et le travail. Sinon, la bataille, vous vous battez avec un bras dans le dos et avec les pieds entravés. Ça marche moins bien.
Alors comment on fait? Ouais, comment on le touche? Voilà. Il Et n'y a ben, pas des lois les lois de là-dessus, travail. je pense qu'il faut revenir à des grands moments où il y a eu des crises économiques comme ça majeures, comme celle que l'on vit, hein, on a un emboîtement de crise. Celle du Covid nous fait oublier peut-être le reste, mais on est bien dans un emboîtement de crise. La crise évidemment du climat, avec ses conséquences sociales, et surtout les racines de la crise du climat sont des racines d'une logique prédatrice et extractiviste qui sont les mêmes que ce qui produisent les inégalités sociales de plus en plus fortes. Donc dans cette crise-là, il y a un moment, il faut remettre un chapeau sur la capacité d'accumulation d'un tout petit nombre de personnes. À l'époque, en 1933, Roosevelt, quand il est élu président de la République en fin 1932, il met un taux marginal d'imposition à 90%. Il dit juste que c'est inefficace pour le système d'avoir des revenus tellement hauts que ça déséquilibre toutes les relations. Et je crois que nous avons aujourd'hui ce rapport entre le capital et le travail. Nous ne pouvons pas le laisser tel qu'il est. Donc aujourd'hui, on voit toutes les discussions autour d'Amazon, Non, allez-y. les discussions autour d'Amazon et de l'évasion fiscale, de la dissimulation de bénéfices. On voit tout ça qui s'organise parce que les entreprises ont eu les moyens de mettre aussi de l'intelligence dans comment optimiser le système et contourner les États. Nous serons obligés, de toucher à ça, obligés, parce qu'il n'y a aucun autre chemin qui permettent d'avancer vers une société plus juste d'un point de vue social et d'un point de vue climatique que d'aller là-dedans. Et puis, obligé, c'est pas une obligation, c'est aussi une responsabilité et pour moi un projet de société qui est épanouissant de se dire que on ne peut pas comme ça juste accumuler pour accumuler. Si je comprends bien ce que vous dites, le levier d'action du rééquilibrage, il est fiscal en fait. Il va être en partie fiscal, à la fois sur les revenus des particuliers et sur les revenus des entreprises. C'est les travaux que peuvent pousser des gens comme Gabriel Zucman sur comment chaque territoire peut faire payer les impôts de façon à être le porteur ultime des impôts pour que vous ne puissiez plus faire d'évasion fiscale et qu'en fait vous payez le taux d'imposition marginal quoi qu'il arrive en fonction de vos activités dans le pays, de vos ventes dans le pays. Alors, si peut-être qu'on s'est un peu éloigné, mais si le sujet c'est de aller chercher l'argent qui est dans les paradis fiscaux à la manière d'un Gabriel Zucman, est-ce que ça va être possible de faire ça au sein de l'Union européenne qui considère même pas le Luxembourg comme un paradis fiscal? Je suis pas sûr que Gabriel Zucman, qui lui, de mémoire, recommande même qu'on annexe le Luxembourg ou qu'on mette fin à l'existence de ce pays, je crois. Donc dans ce cas-là, mais c'est audible, on peut le dire, mais est-ce que c'est ça? Quand l'animal est trop gros, il faut le manger à la cuillère. Donc il y a des mesures fiscales à faire, il y a des mesures aussi de démocratie dans l'entreprise. Toutes les mesures qui peuvent être faites pour mettre plus de salariés dans les conseils d'administration peuvent permettre aussi de redonner du sens à une entreprise qui de toute façon est en perdition. C'est-à-dire que ce monde d'un capitalisme néolibéral extrêmement violent et gourmand, c'est même plus de la gourmandise, il sent aussi ses limites. Donc il a un côté, il continue de courir parce qu'il ne sait pas faire autre chose, mais il sent aussi ses limites. Donc remettre de la démocratie dans l'entreprise, comme c'était les projets émancipateurs aussi des années 60 et 70, ça peut avoir du sens, ça se fait dans certains pays. C'est sûr que le tissu de PME allemande reste plus solide que le nôtre parce que leur gouvernance associe aussi plus les salariés. Donc il y a plein de dimensions avec lesquelles il faut avancer. Et puis il y a aussi des lois juste de protection des travailleurs, que là on a plutôt déconstruit ces dernières années, jusqu'à déconstruire même des questions de droit du travail autour du prud'homme et du fait que maintenant, quand vous remplissez un dossier pour attaquer au prud'homme, il faut déjà définir toutes vos stratégies avant de pouvoir commencer à remplir le dossier, quoi. À l'heure du télétravail, en fait, comment on crée un vrai droit à la déconnexion, sans transition bien sûr. C'est-à-dire que comment je fais, moi, si par exemple j'ai un Fabien qui au demeurant est un très bon Fabien, mais qui m'envoie un message au hasard à 21h un samedi soir et qui me dit est-ce que tu es dispo pour un dernier call? Comment moi je lui réponds? Est-ce que je dois forcément lui répondre oui? Comment j'applique mon droit à la déconnexion qui est en vigueur depuis 2017 et comment je fais pour rééquilibrer le rapport de force en ma faveur, sachant que si je lui dis non, ça peut avoir des conséquences, et si je lui dis oui, je vais pas pouvoir aller au prud'homme pour ça. Et surtout, la question, c'est si vous lui dites oui cette fois-là, je vais lui dire oui ensuite. si à chaque fois que je vous demande quelque chose, vous répondez oui,
je vais continuer à vous demander des choses et à grappiller. Hein. Et puis lui, Mais- il est pris. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que vos managers sont pris également dans cette tourmente. Même s'ils en tirent des bénéfices, peut-être qui leur permettent de rester enfermés dans ce que j'ai appelé dans mon bouquin la cage, hein, compétitivité, attractivité, gestion, excellence. Donc ils sont enfermés dans cette cage. Leur rétribution pour être enfermés dans la cage est plus importante que la vôtre, mais ils sont aussi enfermés dans la cage et ils le sentent. Hein, le burn-out chez les grands chefs, c'est énorme. Le nombre de personnes qui, à peine quand vous discutez avec eux de c'est quoi le sens de leur job, s'effondrent et dire que, en plus, ils y passent toute leur vie, c'est très fort. Donc après, la question, c'est quel déclic collectif. Hein. On peut passer par plein de biais. On peut faire du théâtre forum dans des organisations. Hein. J'avais poussé ce qui se fait dans certaines organisations, pousser du théâtre forum juste pour mettre en lumière, pour que vous ayez une image collective de ce que vous êtes en train de faire collectivement. Ça, peut-être que c'est quelque chose que votre chef il est capable d'entendre. Peut-être que dans votre staff, vous pouvez dire tiens, vous invitez une compagnie de théâtre qui va mimer les situations du boulot qu'elle voit avec un petit côté décalé et qui vous fera aller peut-être vers la déconnexion et le fait que le temps s'accélère mais la production ne s'améliore pas, quoi. Donc pour vous, la solution en fait à tous ces problèmes un peu psychiques au travail, c'est de mettre fin à ce qu'on appelle traditionnellement les bullshit jobs. Je rappelle la définition d'un bullshit job qui est, attention, un job à la con est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il s'en sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Donc aujourd'hui, l'auteur du livre éponyme Bullshit Job, David Graeber, estime qu'il y a 40% de bullshit job. Donc pour vous, je répète ma question, pour mettre fin à tous ces problèmes, en fait, il faut en finir avec les bullshit jobs. 40% de bullshit jobs, c'est quand même beaucoup pour mettre fin. Oui, mais surtout qu'il y a un paquet de bullshit jobs qui en fait peuvent avoir une utilité sociale. C'est que dans un boulot, il y a deux dimensions. Il y a la dimension pourquoi vous êtes là, vos compétences, l'utilité sociale de votre travail pour quelqu'un. Est-ce que ça peut être rémunérateur et est-ce que vous avez envie de le faire? Et de l'autre côté, hein, vous pouvez regarder à la fois quel est le résultat de votre travail, mais aussi l'activité elle-même. Et je suis sûr que vous pouvez mesurer ce résultat et cette activité de façon moins noire ou blanche que de dire je sers à rien ou mon job il est génial parce que je suis en train de faire de l'agriculture bio totalement aligné avec mes valeurs pour les vendre sur le marché local. Sans forcément que ce soit un travail horrible, pas du tout aligné avec les valeurs, mais rien que vendre des écrans de télé 4K, l'utilité sociale d'un écran de télé 4K elle n'est pas énorme. Et bien que bon, vous n'êtes pas encore un cadre de Dassault quand vous vendez des écrans de télé 4K, mais donc vous n'êtes pas le diable, mais mine de rien, l'utilité sociale elle est très très négligeable, quoi. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire en fait des cadres de Panasonic. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait d'eux en fait? C'est une vraie question. On a quand même besoin de télé, c'est pas totalement ignoble de fabriquer une télé. On peut pas passer d'un monde où on travaillait, c'était la fin de ma génération, c'est plutôt la génération un peu avant la mienne, puisque nous on a connu le chômage de masse, mais on travaillait sans réfléchir, en disant juste qu'il y avait une utilité sociale, un progrès social et économique, qu'on produisait des trucs, c'était super, ça libérait les humains de plein de contraintes, ou ça leur amenait plein de choses, à se dire qu'il va falloir qu'on fasse tous de l'agriculture bio en Ardèche, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde les métiers qui sont des métiers d'avenir, les métiers autour des fonctions fondamentales, comment on garantit les sécurités autour du bâtiment, du logement, de la mobilité, de l'alimentation, de la santé, vont être des métiers qui seront très forts. Mais l'être humain reste un être qui est avant tout un être culturel. Donc il restera à faire plein de choses autres parce qu'on a des identités culturelles, des modes de vie, etc., qui ont plus ou moins de qualité, plus ou moins de conséquences négatives avec le travail. Mais on ne va pas tous basculer dans un autre monde. Par contre, la régulation de ces espaces sociaux doit changer, donc les règles dans le monde du travail effectivement doivent changer. La prise en compte de la santé mentale, c'est vrai pour tous les bullshit jobs, mais c'est vrai pour la population dans son ensemble. Moi, c'est la chose
qui m'a marqué quand je suis devenu maire en 2014 et que tout d'un coup j'ai rencontré toute la population, cette diversité de population, c'est l'état de souffrance psychologique du pays, en fait, que je ne mesurais pas avant, puisqu'avant on est quand même dans des espaces où la crainte principale c'est le bullshit job ou le burn-out, mais la souffrance générale en fait dans le pays est très forte. Donc il va falloir que la santé mentale, ça va être une des dimensions, de même que la santé environnementale, une des dimensions extrêmement fortes de notre avenir commun. Et là-dessus, ça nécessitera peut-être que l'intelligence humaine, pour fabriquer des tables, des verres, des écrans de télé, etc., ne cherche plus à limiter le travail humain, ce qui a été son effort essentiel depuis maintenant 200 ans, mais puisque limiter l'effort humain, ça, on a plein de gens au chômage, donc on a quelque part trop bien réussi, c'est de voir comment on limite cet impact sur l'eau, sur les matières premières, le recyclage des matières premières. On va, je pense, vers des endroits de déproductivité humaine pour améliorer la productivité en consommation de matières premières, le foncier, l'énergie, la biodiversité, ces 5 grandes ressources qu'il va nous falloir apprendre à gérer comme des communs. Et donc comment on met notre intelligence humaine au service de cela, plutôt que de mettre notre intelligence humaine sur comment je fais du profit plus vite, ce qui n'a pas de sens. Il y a une inversion totalement. La conférence de Bruno Latour la semaine dernière parlait de cela, une inversion totale d'une économie qui s'est émancipée de son cadre, de son chapeau, qui est comment reproduire la société et l'épanouissement de chacun des membres de la communauté. Donc on a un besoin de réemboîter l'économie, pour se dire que l'économie, c'est d'abord une activité sociale, morale, qui a du sens, et donc comment on la réemboîte dans un objectif qui est plus fort, qui est majeur. Du coup, vous parlez de réemboîter l'économie pour la remettre au service des choses qui sont vraiment utiles, entre guillemets. Comment on détermine ce qui est utile? Est-ce qu'il faut le faire donc démocratiquement? Ça voudrait dire qu'on devrait se prononcer démocratiquement sur ce qui vaut la peine qu'on travaille et qu'on dépense notre énergie, pas juste notre énergie fossile ou nucléaire, mais notre énergie en tant qu'être humain. Donc est-ce qu'il faut se prononcer là-dessus économiquement? Est-ce que ça veut dire que c'est des investissements publics, ou est-ce que ça passe par une vraie réinvention de ce que c'est qu'un communisme, à savoir de la démocratie totale dans la production? Alors, si on voulait aller vers faut mettre ça, les mots sur les choses. Oui, non, mais la question c'est quel serait le chemin, et puis voir est-ce que l'expérience peut marcher ou pas. Moi, je suis plutôt pour une économie mixte, c'est-à-dire qu'une partie de l'économie publique, on décide qu'est-ce qui ne va pas être dans les lois standards du marché, et derrière, une économie de marché régulée. Voilà. Donc, le modèle, grosso modo, c'est que vous avez plusieurs types d'économies. L'économie publique, dans laquelle vous allez mettre des choses qui sont attaquées aujourd'hui, les systèmes de retraite et de protection sociale qui sont attaqués aujourd'hui, mais vous allez mettre l'éducation, vous allez mettre peut-être des activités de réseau, vous allez mettre des activités comme cela qui permettent en fait de faire perdurer la société, et puis une économie de marché qui, elle, doit être régulée, puisque le capitalisme, sinon, vient grignoter en permanence. Il a besoin d'accélération, il a besoin d'une compétition permanente, il a besoin d'aller dans les nouveaux champs, il a besoin de courir en avant et de croissance, de captation et d'accumulation. Donc vous êtes obligé de le réguler. Moi, je ne crois pas du tout à un marché dérégulé qui s'auto-régule. Et puis vous avez d'autres pans de cette économie qui existe aussi. C'est que déjà dans l'économie de marché, il y a une économie qui est lucrative et une économie qui est non lucrative. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent vers une économie non lucrative dans la sphère marchande, des coopératives, et ils s'en montent à Grenoble. On est le spot en France de création de coopératives, donc c'est intéressant. Ça veut dire que les entrepreneurs, ils entreprennent d'une autre façon, voilà, sans le but de se dire qu'ils vont accumuler plein de pognon. Bon. Sans inverser la logique qui dit que vous avez des marchandises et des services, que vous passez par un intermédiaire qui est l'argent pour obtenir d'autres marchandises et services. Là, il y a une inversion. On dit vous avez de l'argent, vous regardez sur quoi vous pouvez spéculer pour faire plus d'argent à l'inverse. Donc, remettre la machine dans le bon sens. Et puis, vous avez d'autres champs de l'économie, l'économie domestique, et puis l'économie qui est une économie relationnelle, dans laquelle le but n'est pas de gagner de l'argent, n'est même pas de vendre des biens et des services, mais juste de nouer des liens humains, d'apporter des choses, de partager des connaissances. Et cette économie-là, elle existe aussi. Elle n'est pas financiarisée, mais elle existe aussi. Et donc, déjà, la puissance publique, elle peut décider qu'est-ce qu'elle protège
des lois du marché, donc des lois de la concurrence. Et donc ça, c'est déjà une étape. Pour le reste, cette économie de marché, il faut de fait la réguler et regarder dans la conduite du changement comment les dimensions, notamment fiscales, mais aussi les dimensions de régulation du marché du travail, de loi, de gouvernance interne, permettent d'inverser une courbe qui n'a aucun sens. La course au profit n'a pas de sens pour personne. Pour ceux qui touchent les profits. Oui, mais en vrai, ils veulent mourir combien? En étant le 30e milliardaire plutôt que le 45e milliardaire, en étant classé Xème. Enfin, c'est quoi en vrai? C'est Un la classement, part du gain. enfin, je veux dire, à la fin, on va leur donner un diplôme le jour de leur mort, on les enterrera en disant tiens, c'est bien, tu as été classé 153e de l'histoire sur les X milliards d'humains qui sont là. Ça n'a pas de sens. Et ça a une nuisance par contre. Ça a une nuisance extrêmement forte pour l'ensemble des autres êtres humains. Donc quelque chose qui n'a pas de sens et qui a une nuisance pour tous les autres, à un moment, il faut forcément inverser la tendance. Donc il n'y a plus qu'à convaincre Bernard Arnault de... Non, on ne les convaincra pas. Il y a des endroits où on sait bien que ça marche par la loi et la régulation, que ça ne marche pas juste par le discours déclamatoire. Vous pouvez aller devant chez Monsanto pour leur dire qu'il faut arrêter de privatiser les semences paysannes et de produire des OGM. Ils ne vont pas dire « Ah, excusez-nous, on n'avait pas fait gaffe. Hein. Si on avait su qu'on était méchants, on aurait arrêté tout de suite. Excusez-moi, je rentre et je donne des consignes. » Donc on sait qu'il y a forcément là-dedans des adversaires qui sont des adversaires clairs et identifiés. Et de la même manière que vous nous disiez en début d'interview que vous aviez essayé un peu de contourner pour éviter les délocalisations, vous ne pensez pas que des grands industriels comme Monsanto, ils vont pas essayer de contourner les potentielles lois qu'on pourrait faire pour limiter la régulation? Ils contournent l'impôt, ils contournent les lois, quand ils ne peuvent plus contourner, ils truandent, c'est le Dieselgate notamment. Donc c'est les normes sur le Boeing et les conséquences des problèmes du Boeing. Donc oui, bien sûr. Et comment on fait pour qu'ils ne le fassent pas? Est-ce que pour que dans l'âme humaine, il n'y ait plus de cette partie-là, que pour des organisations ne prennent plus le dessus sur des êtres humains? Je crois que c'est un vœu pieux. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre quelles règles pour que ne pas leur faciliter le travail. Aujourd'hui, avec les traités transatlantiques de libre-échange, on leur facilite le travail. On déroule le tapis rouge pour que des multinationales puissent attaquer, y compris des collectivités, si elles peuvent nuire à leur profit. Donc là, il y a bien de la décision politique. C'est en ça que je disais qu'il faut réincarcérer l'économie, réemboîter dans la reproduction et donc le contrôle social et donc la politique. C'est bien en cela que c'est fondamental. Mais alors, sur toutes ces histoires avec la loi, on va faire plier les entreprises, enfin les faire plier sans vouloir avoir un vocabulaire antagonique, mais elles vont s'adapter. Malgré tout, on a quand même souvent l'impression que les entreprises, c'est comme une boîte noire à l'intérieur duquel la loi a beaucoup de mal à pénétrer. Et je reviens un petit peu sur le droit à la déconnexion dont on a parlé avant, mais les groupes de théâtre où on va mimer à notre employeur pourquoi il faut qu'il arrête de nous harceler, moi ça m'a pas beaucoup convaincu. Et j'ai quand même l'impression en fait que malgré tout, on peut accumuler des preuves pour aller faire un procès à son employeur a posteriori. On peut avoir des solutions palliatives derrière, et ça, la loi, elle nous le donne pour ceux qui ont les moyens d'aller au prud'homme. Mais de règle du temps, on est un peu laissé à nous-mêmes, et les entreprises, il n'y a ni démocratie, ni loi, ni policier, parce qu'il n'y a personne, et on est... Oui, l'inspection du travail a été... Et on se demande où elle est à chaque fois, en fait. Donc comment est-ce que la loi même aujourd'hui elle est en mesure de faire appliquer quoi que ce soit? On voit que Bruno Le Maire, si vous tapez Bruno Le Maire demande sur Google, vous allez voir tout ce que Bruno Le Maire demande ou supplie aux entreprises de faire, avec très peu d'effet. Mais donc même les ministres aujourd'hui semblent dépourvus face à, même en temps de Covid. Si jamais ils étaient sincères dans leur demande, quoi. Ce que je voulais dire par l'anecdote du Théâtre Forum, c'est que il y a partout où que vous soyez un espace de combat. Et qu'on ne peut pas attendre, de même qu'il y a 10 ans, après Copenhague, la COP de Copenhague en 2009, on disait il faut une gouvernance mondiale pour sauver la Terre du réchauffement climatique. Non, en fait ça ne marche pas comme ça. Nous sommes des sociétés, et de plus en plus des sociétés d'acteurs réseaux, donc avec des réseaux qui s'entrecroisent, et donc partout où que vous soyez, vous avez un rôle à jouer dans ce combat, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit à l'intérieur d'un syndicat, que ce soit pour fédérer. Regardez ce qui s'est passé avec les deux coordinations entre ONG et syndicats, le pacte du pouvoir de vivre et le Plus Jamais Ça.
c'est une mobilisation d'ONG et de syndicats qui rentrent dans le champ politique pour agir ensemble. Donc moi je crois beaucoup à cette complicité, j'utilise parfois ce terme que j'ai repris un chercheur grenoblois, de complices du changement, qui vont être à différents lieux, dans l'espace politique, dans l'espace syndical, dans l'espace associatif et également dans l'espace de collectif et dans l'espace individuel, des complices qui permettent de faire aboutir, qui permettent de faire accoucher les changements. C'est la définition de Pierre Mendès France du politique. Le politique il est là pour faire accoucher des changements et donc pour donner, pour permettre à cette énergie de se traduire, à ce désir, qui pour moi est un désir fort, de se traduire. Et peut-être, là où il y a un espoir, c'est que le rire finalement que vous rassemblez autour de cette page est une première étape dans le processus d'indignation, est une première étape de mobilisation. Donc c'est quelque chose qui se pratique. Moi aussi, évidemment, j'ai pratiqué en entreprise cette dérision de soi-même. C'est une première étape dans l'indignation. Et de cette indignation peut naître aussi une énergie qui permet d'avancer. Et donc moi je crois de plus en plus qu'en regardant notamment tous les jeunes là qui s'engagent ou bien qui sont déjà dans les entreprises, qu'il y a un refus maintenant de déconnecter notre vie au travail de notre vie de citoyen. Et cette attente, qui est un peu ce que portait Emmanuel Faber à sa façon, mais ce refus de déconnecter ce que nous vivons au travail de ce que nous vivons en tant que citoyens, c'est ça en fait le vecteur le plus puissant de la conduite du changement. Et que tant que vous disiez, bon bah ok, j'ai un boulot de merde, mais en fait ma vie je la construis ailleurs, et bien évidemment que le système il profite de cette dichotomie pour imposer ses lois. À partir du moment où vous dites, bah, moi en fait le boulot ça va être 30% de ma vie éveillée pendant de 20 à 60 ans ou de 20 à 65 ans, bah, vous refusez, si vous dites bah, je refuse de vivre autre chose que les valeurs que j'ai envie de vivre dans ma vie, alors les choses changent. Et n'oubliez pas que dans les entreprises, quand il y a eu le démarrage des départements de développement durable, donc il y a moins de 20 ans, ça a été à cause de l'environnement général, des entreprises qui décident de créer des départements comme ça et qui se font déborder par leur propre département. Parce qu'elles investissent des ressources, de la matière grise, de l'énergie, du temps, par des gens qui cherchent à bien faire leur travail, à faire un travail qui a du sens et qui débordent finalement les entreprises, qui les font aller plus loin que là où elles voulaient aller. Si on refait la même mécanique avec les financiers qui sont envoyés en Floride pour voir comment on peut titriser des subprimes sur des emprunts de personnes non solvables, eh ben on a un résultat qui est la crise des subprimes de 2008. Donc là où on investit notre énergie, notre temps, c'est fondamental. Moi, je gardais toujours des dessins des Shadocks. Bon, c'est évidemment pas votre génération, mais ça traverse les âges. Si on connaît. De même que moi, on n'avait pas de Nurchi à l'époque, mais on avait Dilbert tous les jours. Donc on avait un petit Dilbert, c'était un petit bonhomme, c'était le patron qui avait comme ça pointé derrière le patron, qui venait raconter un peu n'importe quoi et qui faisait cette dérision sur le monde de l'entreprise. Mais dans cette devise Shadocks que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes que mobiliser son intelligence sur des conneries. Et je crois que l'humanité, pour moi, son défi, c'est de passer là, elle mobilise son intelligence sur des conneries, ben, comment petit à petit elle réoriente son intelligence ou les moyens qu'elle a, son temps et son enthousiasme sur des choses qui sont nécessaires à elle, qui permettent de garantir des éléments de sécurité aux membres de la communauté, qui permettent de chérir le vivant et les biens communs, qui permettent d'avoir du sens. Ça va être tout le défi de notre génération qui sont dans des postes à responsabilité, des générations de derrière qui sont en train de prendre des responsabilités, qui les prennent de plus en plus vite. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le grand défi de l'humanité, ce serait de reconnecter, d'être complice, vous avez dit le mot complice, et de reconnecter sa vie au travail et sa vie de citoyen. Et aujourd'hui, en fait, nous, la jeune génération, il y a des taux de syndicalisation qui sont très bas. Donc comment on fait ? Est-ce que on se contente de faire des mèmes sur Internet ou de balancer sa start-up ou lyncher des entreprises sur des comptes Instagram ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour cette reconnexion ? C'est une première étape.
pas sûr que ça suffira, mais les chemins de bascule de société sont assez imprévisibles. Donc, moi j'ai l'habitude de penser la conduite du changement en trois grands types de changements. Des petits changements qui vous font avoir des petites victoires, des changements qui sont un peu précurseurs et qui demandent de l'énergie et qui permettent des petites bascules, mais qui vont créer du conflit déjà, et des changements de rupture où là vous posez des réformes qui vont en fait changer de société à l'endroit où vous êtes. Comment on bascule d'un curseur à l'autre, ça peut passer de plein de façons, mais au sein des entreprises, évidemment, le rapport de force tel qu'il est aujourd'hui fait que vous êtes extrêmement exposé. Les salariés sont extrêmement exposés, la distorsion de rapport de force peut faire peur, enfin, fait peur, de façon assez factuelle. On peut le dire. Donc ça veut dire qu'il faut investir dans l'entreprise, il faut réfléchir à des stratégies, refuser de répondre peut-être à votre chef le samedi soir, voir ce qui se passe. Parfois on gagne des victoires qu'on ne pensait pas gagner. Donc, Et parfois on se fait virer. Oui, enfin, vous faire virer parce que vous n'avez pas répondu un samedi soir, je ne sais pas si ça sera ça. Mais en tout cas, vous devez être quand même... il y a un moment, il faut prendre un risque, quoi. Moi, je ne pouvais pas savoir que j'allais me faire virer en lançant mon truc, mais je me doutais bien que ce n'était pas hyper porteur. Donc il y a un moment, on change, on pousse des trucs, puis on en gagne X, et puis il y en a un, bon, bah voilà, on n'a pas gagné, c'est la vie, ça n'est pas mortel. Et après, il y a quelle forme d'engagement vous pouvez prendre à côté. Vous pouvez, une étape, je fais un peu d'autopromo, mais on a lancé une plateforme qui s'appelle Une certaine idée de demain, que vous pouvez rejoindre. Et là, c'est une autre façon de s'engager pour faire du fond, pour militer, pour mobiliser dans la perspective de ce changement de société auquel je crois que vous aspirez et auquel énormément de monde aspire. C'est ça qui me fait porter de l'espoir, c'est que je pense qu'il y a une majorité culturelle qui voit que ce système néolibéral en fait de moins en moins de vainqueurs et broie évidemment tout ce qui est beau sur la planète et broie aussi les humains. Et ça, c'est une bascule par rapport à ma génération où tout un pan de la société, peut-être les 3 derniers déciles qui vivaient bien, se disait non seulement je vis bien, mais la situation elle est à peu près garantie pour mes enfants. Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Vous pouvez être même dans les 10% qui vont bien, vous ne pouvez pas dire que vous garantissez une bonne vie pour vos enfants. Et ce vecteur-là de changement, plus votre génération qui pousse et qui voit déjà que ça ne va pas coller, ça fait une aspiration, pour moi une majorité culturelle qui demande un débouché politique. C'est pour ça qu'on a créé Une certaine idée de demain, c'est pour ça qu'on s'engage en politique, c'est pour ça qu'on se dit que dans l'action collective là, le but c'est de donner un débouché politique à cette majorité culturelle. Et après il va se passer plein de choses. Moi je rencontre aussi plein d'entrepreneurs qui créent plein de trucs extraordinaires et en regardant la façon dont ils créent, la façon dont sont organisées les conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise. Ce droit à la déconnexion, il y a des entreprises aujourd'hui qui l'appliquent et peut-être que bientôt il y aura des collectivités publiques qui l'appliqueront aussi parce qu'on vit la même mécanique à l'intérieur des collectivités. Qu'il y ait des gens qui ont envie de s'engager et de s'engager à travers leur travail, c'est une très bonne chose, très certainement, et je pense aussi que c'est une réalité et que c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé. Malheureusement, le problème, c'est que pour s'engager en tant que citoyen dans un travail qui soit utile, il faut qu'on ait finalement des emplois disponibles qui proposent ce genre de choses-là. Et les personnes qui choisissent quels emplois existent sont tout simplement, je vais dire le gros mot, les capitalistes qui possèdent les moyens de production. Les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, non. Enfin, les entrepreneurs, ça dépend. Ça dépend si c'est celui qui lève des fonds pour créer sa petite entreprise, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, c'est soit des fonds d'investissement, soit une banque, soit quelqu'un qui est un apporteur de capital. Non, eux, ils décident où c'est qu'ils investissent. Mais c'est eux qui apportent les sous. Moi, je veux bien créer une entreprise demain. Mais si j'ai pas d'argent, je peux pas le faire. Il y a aujourd'hui... ne serait-ce que pour vous interviewer aujourd'hui, il y avait des micros qu'il fallait payer. Et si on n'a pas de sous, on peut pas le faire. Et donc, si on veut créer un nouveau média, etc., on doit toujours essayer d'aller chercher des financements. Mais le modèle économique, c'est aller chercher l'avance à quelqu'un qui possède des sous. Qui possède des sous, mais cette personne, c'est pas forcément le diable. Non, mais donc c'est eux qui ont la main sur y aura-t-il inflexion ou pas. L'investissement, non, c'est eux qui sont au cœur du combat aujourd'hui parce qu'ils ont une position dominante, donc ils cherchent à tirer parti de leur position dominante. Donc, et vous voulez les convaincre d'arrêter? Ah non, je les convaincrai pas, non. On va les contraindre, oui, mais les convaincre, non. Il y en a 1 pour 100
qui va être convaincu et les autres seront contraints. Aussi parce qu'ils se rendent bien compte que leur modèle ne marche pas. Aujourd'hui, tous ces fonds d'investissement, ils ont dans leur bilan un paquet d'investissements qu'on appelle les investissements bruns, hein, des mines de charbon, des machins qui bientôt ne vaudront plus rien. Parce qu'il va y avoir un prix du carbone, on ne sait pas comment on va y arriver, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons réussir d'une façon ou d'une autre à mettre un prix sur le carbone. Donc il y a plein de gens qui ont aujourd'hui dans leur bilan des assets, enfin des investissements qui, à moyen terme, ne vont plus valoir grand-chose. Donc ces gens-là, il y a un moment, ils sentent qu'il faut se réorienter. Il y a un moment, il faut juste mettre un frein à la spéculation, et ce frein à la spéculation, il peut passer par la régulation, il peut passer par la loi, il peut passer par la fiscalité, et il peut passer aussi par le changement d'orientation de la société qui fait que les investisseurs vont... Aujourd'hui, s'il n'y a pas un investisseur privé qui investit dans le nucléaire, c'est qu'il y a une raison. C'est que en fait, le nucléaire n'est pas assurable, ce n'est pas une activité qui est potentiellement rentable, c'est une activité qui coûte de plus en plus cher, donc dont le rendement est de moins en moins bon. Il n'y a plus d'investissement privé dans le nucléaire. Il n'y a que si il y a la garantie d'un État. On s'arrête là? On s'arrête là. Ok, bon bah merci beaucoup Merci à vous. Eric Piolle de nous avoir accordé ce temps-là. Et puis on espère peut-être se retrouver un jour ou bien avec d'autres invités plus tard. Voilà. Merci. On coupe là-dessus et on fait très vite. Je fais un regard cam. À vous. Au revoir. Il y a un monteur qui...